Christine Gervais, bonjour. Bonjour. Alors, pour nos lecteurs, je vais d'abord préciser que vous êtes québécoise, vous avez un petit accent, à un moment donné, ça s'entend. Alors, vous êtes à La Réunion depuis quelques jours, vous avez déjà pris quelques couleurs, parce que là, au Québec, en ce moment, il ne fait pas très très bon. Et vous êtes venu en compagnie d'une autre professeure, à savoir Julie Garneau. Vous êtes professeure, elle est, si j'ai bien lu, elle est psychiatre ou Elle est professeure aussi. professeure également. Oui. D'accord, très bien. Et si vous êtes venu spécialement du Québec, c'est que vous allez nous apporter quelque chose. Et votre domaine d'activité, de spécialisation, c'est la place, le rôle du père dans le dispositif éducatif. Alors, je ne vais pas vous demander de nous parler des pères à La Réunion, parce que par définition, vous n'êtes pas des spécialistes, mais ce qui est valable ailleurs l'est également ici. Quel est le problème? En quoi est-ce que le rôle du père pose problème d'abord dans la cellule familiale et puis en plus particulièrement dans le dispositif éducatif? C'est très intéressant comme première question. J'aurais tendance à vous dire que de concevoir le père comme un problème, c'est ce qu'on essaie justement d'éviter de faire, qui a été fait pendant un certain temps. Mais de fait, il y en a souvent des problèmes malheureusement. Oui, mais on préfère voir le père comme une partie de la solution que D'accord? comme une partie du problème. Donc, le rôle du père est en mutation depuis environ une trentaine, quarantaine d'années, dépendant des pays. On constate vraiment une évolution. Les hommes désirent prendre une place plus importante dans la vie de leur enfant, participer à plusieurs dimensions de sa vie. Mais pour certains, ils manquent de modèles. Donc, leur propre père n'a pas nécessairement joué ce rôle-là dans le quotidien. Autour d'eux, ils ont peu d'amis ou peu de modèles auxquels ils peuvent s'identifier, de sorte qu'ils se retrouvent à inventer un rôle au quotidien. Pour certains, c'est plus facile, c'est plus gratifiant. Pour d'autres, ils ont de la difficulté à négocier leur place, entre autres, dans l'unité mère, bébé ou jeune enfant. Quel rôle ils peuvent occuper de manière satisfaisante pour eux. Oui, parce que la place du père, elle dépend d'abord de sa volonté à lui, mais elle dépend aussi et surtout peut-être de la place que la mère veut bien lui laisser. Oui, exactement. On fait souvent l'erreur de penser que c'est la responsabilité unique du père, alors que plusieurs conditions dans son environnement vont être très, très importantes pour lui permettre une place qui est intéressante. Donc, vous parlez de la conjointe, définitivement. Comment la mère se positionne par rapport à l'importance du père de l'enfant dans la vie de l'enfant, ça va vraiment faire une grande différence. Si la mère croit qu'il est important, puis que ce qu'il apporte, c'est bénéfique pour l'enfant, c'est beaucoup plus facile pour le père de se trouver un espace. À l'inverse, une mère qui a l'impression que ce que fait le papa la menace ou contredit sa façon de faire, ou qui a peur de perdre un peu l'amour de ses enfants, si l'enfant développe un lien trop proche avec le père, bien évidemment, ça devient des freins importants. Oui, parce que je veux dire, la vie est ainsi faite que dans les premiers mois, les premières années peut-être, il y a une relation fusionnelle entre la mère et le bébé. C'est elle qui le nourrit, c'est elle qui l'allaite, c'est elle qui... Et ensuite, il faudrait qu'elle accepte, elle, qu'elle fasse en sorte peut-être de laisser une place, d'accorder une place au père. C'est une décision volontaire, ça ne se fait pas naturellement. Oui, définitivement. Puis, les recherches démontrent que les papas qui arrivent à s'investir dans les premiers jours dans la vie de l'enfant, donc que ce soit en donnant le bain, en participant au changement de couche, en soutenant l'allaitement, vont rester dans la vie de l'enfant quand il y a une séparation par la suite. Contrairement aux papas qui, justement, vont être plus témoins, plus en retrait, ou dans le cas d'une séparation, ils vont avoir plus tendance à disparaître ou à perdre le lien avec leur enfant. Alors là, on est dans le cadre d'un couple idéal. Un Évidemment. couple où il y a un papa et une maman qui sont présents à la maison, mais à La Réunion, peut-être ailleurs, mais enfin à La Réunion particulièrement, il y a beaucoup de familles monoparentales où il n'y a que la maman. Et alors là, c'est encore plus difficile que le père il ait une place. Ça dépend, est-ce que le père est connu? Est-ce que le père est avisé Déjà, à la naissance? déjà. Donc ça, c'est la première étape. Euh, Au Québec, on a fait un gros travail depuis les années 2007-2008. On travaille beaucoup sur cet aspect-là. Comment est-ce que l'ensemble du réseau de la parentalité, donc que ce soit les infirmières, les psychoéducatrices, les éducateurs spécialisés, les médecins, vont s'assurer d'accompagner la mère dans cette place-là à accorder au père. Donc, s'assurer que le père se retrouve sur l'acte de naissance, Oui. éviter, parce que c'était une pratique, ça, pour avoir plus d'allocations familiales, les mères indiquaient qu'il n'y avait pas de père connu. Ça, c'est quelque chose qu'on a transformé. Maintenant, les intervenantes vont vraiment travailler fort pour que le père se retrouve Il sur va y avoir du l'acte boulot à La de Réunion. Hein. naissance. Mais il y a du boulot, il y a du boulot, mais quand on s'y met, nous, on constate des changements en 10 ans vraiment intéressants. Donc oui, c'est du travail, mais il y a des manières, en regardant c'est quoi les portes d'entrée qu'on a, on agit sur plusieurs facteurs en même temps, de sorte qu'aujourd'hui, les pères sont beaucoup plus investis
que ce qu'ils étaient déjà au tournant des années Alors, 2000. je dis encore une fois, en mettant de côté la famille idéale, et même dans la famille idéale, il y a des problèmes. Hein. Mais dans l'hypothèse où le père est en dehors de la cellule familiale, soit qu'il soit inconnu, on l'a évoqué, mais même s'il est connu, encore faut-il qu'il ait envie de s'investir. Il a souvent refait sa vie, sa conjointe n'a peut-être pas envie qu'il garde des liens avec son ancienne femme et donc avec ses enfants. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Je dirais que rares sont les papas qui ont aucun intérêt pour leur enfant. Souvent, ils manquent d'outils, ils manquent d'habileté, ils savent pas comment négocier leur espace avec la mère, encore plus s'ils sont pas dans une relation conjugale avec la mère. Donc, si il n'y a plus de relation amoureuse entre les deux, c'est encore plus difficile. Mais je dirais que rares sont les papas qui ont aucun intérêt pour leur enfant. Souvent, avec un peu d'accompagnement, ils arrivent à trouver des moyens. Même s'ils n'habitent pas avec l'enfant, ils peuvent avoir une relation avec l'enfant. Je connais des cas où le papa, il a rompu tout lien du fait de la belle-mère qui ne veut pas qu'il ait eu des liens. Les enfants en espèce ont été complètement traumatisés et 20 ans, 30 ans après, ils sont encore demandeurs de relations avec leur père qui les refusent. Et ça, c'est dramatique. Oui, ça c'est définitivement dramatique. Puis je pense que c'est malheureusement un des résultats des séparations tellement conflictuelles qu'on voit augmenter de plus en plus, Oui. où les parents sont incapables de se parler, de maintenir une communication, de juste tolérer l'autre parent dans leur vie ou dans la vie de leur enfant suite à la séparation. Parce que la séparation a souvent été conflictuelle. Oui, définitivement. Et ce sont souvent les enfants à ce moment-là qui vont faire les frais de cette séparation. Et ce qu'il faut faire, c'est pour travailler avec les parents sur la notion que même si la relation conjugale a disparu, il n'y a aucun amour pour l'autre parent, ils sont ensemble responsables d'un enfant. Mais là, vous allez vous heurter à tous les problèmes de la vie quotidienne, à savoir les problèmes d'héritage, les problèmes de biens qu'il va falloir partager. Je veux la voiture, non, je ne te la donnerai pas. Moi, je veux la maison, non, tu vas pas. Il n'en est pas question. Et au milieu, il y a les enfants. Puis la clé, c'est de recentrer les discussions sur les enfants. Mais est-ce Donc, que les, pour est-ce le que les parents bien-être sont des assez enfants. intelligents? Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils ont envie? Et encore là, ça dépend. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. C'est sûr que les médiateurs sont très utiles dans ces situations-là. Habituellement, avec la médiation, on arrive assez bien à trouver un compromis où les enfants sont au cœur de la situation. Comment vous faites? Au Québec, c'est des médiateurs familiaux qui font ce Alors, travail-là. quels sont les outils que vous utilisez pour y arriver? On a différents outils au niveau de la coparentalité, comme je vous disais, justement, pour amener les parents à développer un travail d'équipe dans la perspective de l'enfant. Donc, se détacher de moi comme adulte, comment j'ai été blessée par le contexte de la séparation, par les événements, pour me centrer sur les besoins de mon enfant. Habituellement, quand les parents comprennent que l'enfant a besoin que ses parents maintiennent une communication, certains, ça va se limiter à des textos. Quand c'est trop conflictuel, on va suggérer ça. Un texto où on a un cahier, un outil qui existe, qui est un agenda de l'enfant, qui sert uniquement à la communication entre les deux parents. Et ça marche. Ça permet de dénouer des situations complexes, oui. Au final, la victime de tout ça, c'est l'enfant. Définitivement. Qu'est-ce que ça peut provoquer comme traumatisme chez un enfant, une relation pas assez, de pas avoir le modèle du père, de l'homme dans un couple? Les pères exercent différentes influences sur leur enfant. Donc, il y a le fait d'être en contact avec son père. Donc, juste le fait d'avoir deux parents, ça fait que l'enfant est protégé de plusieurs dangers, notamment la pauvreté. Donc, en ayant deux parents, il y a le double de ressources financières, mais aussi le double d'amour, de patience, d'attention, ce qui va faire une différence pour le développement de l'enfant. Puis après ça, il y a toutes les interactions que le père a avec son enfant qui ne sont pas les mêmes que celles que la mère va avoir. Donc, on sait que les pères vont être plus portés, par exemple, dans le jeu, à faire des jeux où l'enfant va explorer davantage son environnement. Il va apprendre à grimper, à courir. Il va s'initier à différentes activités grâce à son interaction avec son père. Les pères sont aussi plus exigeants au niveau du langage avec leur enfant. Ils vont demander à l'enfant de préciser autant le contenu que la forme de son message, ce qui fait que les enfants arrivent à l'école avec des meilleures habiletés au niveau du langage, ce qui est super important pour la réussite scolaire. Donc, c'est vraiment un déterminant dont on voit l'influence pendant plusieurs années après ça pour l'évolution scolaire de l'enfant. Alors, on n'est pas du tout dans le sujet, mais en vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser au couple homosexuel. Et là, prenons le cas d'un couple de femmes lesbiennes où il y a deux mères.
Si je vous entends bien, vous êtes en train de m'expliquer que le père a un rôle déterminant, important, et que se passe-t-il s'il y a deux femmes? Je dirais que le père a un effet spécifique. Donc, les études sont claires que le père apporte une contribution qui est différente que celle que la mère apporte. Les quelques études qu'on a sur les couples homosexuels femmes, parce que pour les hommes, on n'en a pas encore à long terme sur le développement des enfants, démontrent que, de un, les couples vont assez rapidement se distribuer les tâches et les modes d'interaction dans un mode qui est très, très similaire aux couples hétérosexuels. Donc, une des partenaires va adopter un style d'interaction qui ressemble plus à ce que fait habituellement un père, donc des touchés plus toniques, une stimulation plus intense, alors que l'autre va adopter des rôles plus maternels, des comportements de réconfort, de tendresse, des choses comme ça. Donc, on retrouve une division qui est somme toute similaire, puis présentement, il n'y a aucune étude qui a démontré que ces enfants-là avaient des lacunes au niveau de leur développement. Donc, cette répartition-là semble combler Puis si on reprend l'absence du père. oui, et si on prend le prolongement de notre discussion de tout à l'heure, le principal, c'est peut-être l'amour. Le principal est l'amour, tout à fait. Donc, je pense que c'est différent d'avoir l'idée que son père nous a abandonnés, donc de vivre sans père, que de vivre avec deux mères. Donc, l'enfant qui vit avec deux mères, il y a deux parents qui l'aiment, qui l'ont désiré, qui sont présents dans son quotidien. Alors que l'enfant qui est seul avec sa mère, l'important pour lui va être d'avoir d'autres figures d'hommes de référence dans son entourage. Puis là, ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père qui va jouer ce rôle-là de figure paternelle, qui va apporter cette stimulation-là différente au niveau du développement de l'identité pour chez les petits garçons, qui va être très, très importante aussi. Donc, la présence du père est souhaitable, mais il ne faut surtout pas conclure que les enfants qui n'ont pas de père sont pour autant maltraités ou pénalisés. Il y a d'autres moyens d'arriver au même résultat. Très bien. Vous êtes venu à La Réunion pour donner une conférence et qui aura lieu lundi soir à Saint-André, si j'ai bien retenu. Exactement. Et à l'invitation de la MAFAR EPE. La MAFAR qui à La Réunion s'occupe, c'est une association qui est très connue, qui s'occupe effectivement des familles ici. Mais vous n'allez pas donner des formations, vous, ici, en direction des pères directement. Vous allez venir ici pour former des formateurs. Exactement. Donc, on a mis sur pied un programme au Québec depuis 2014 qu'on l'offre aux pères. Pères présents, enfants gagnants, ça s'appelle. Exactement. C'est une série de 10 ateliers pour les pères qui désirent améliorer leur relation avec leur enfant. Donc, ça s'adresse autant aux pères, aux beaux-pères, qu'aux grands-pères, qu'aux les pères qui ont peut-être moins de contacts, justement, qui sont séparés puis qui ont des contacts très limités avec leur enfant, mais qui désirent, à travers tout ça, réfléchir à leur rôle paternel, puis se créer un rôle à leur image qui leur convient. Alors tout à l'heure, en discutant avec le responsable de la MAFAR à La Réunion, il m'expliquait qu'il y avait quasiment une énorme majorité, 90 et quelques pourcents, de femmes qui venaient à la MAFAR et très peu d'hommes. Comment faire pour motiver ces hommes? Parce que si vous formez des formateurs mais que vous n'avez pas d'hommes en face qui viennent vous écouter, ça ne sert à rien. Comment faire pour les amener à venir vers vous et à venir chercher cette information? C'est certain qu'il y a un travail à faire en termes de comment mieux rejoindre les pères, comment faire pour que les pères se sentent davantage que ce type d'organisation, d'association-là les concerne également. Donc, les hommes ont souvent été socialisés vers l'indépendance, montrer leur force, être capables tout seuls de régler leurs problèmes. Donc, ils ont moins tendance à aller chercher de l'aide quand ils rencontrent des difficultés. Donc, il faut un peu briser ce modèle de référence-là. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie non plus. Mais s'ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin, c'est quelque chose. Par contre, s'ils ressentent le besoin, mais c'est parce que c'est une méconnaissance ou une crainte de l'organisme qui fait qu'ils ne vont pas, bien c'est là que l'intervenant a un rôle à jouer pour justement projeter une image différente de son organisme ou des services qui qui sont sont par offerts. par la mère, qui, en l'incitant à amener son conjoint ou celui qui s'est séparé à venir, c'est peut-être aussi... Ça peut être une porte d'entrée. Passer par les enfants est souvent super efficace aussi. Au Québec, plusieurs organismes, quand ils ont commencé à travailler avec les pères, ont organisé d'abord des activités parents-enfants en demandant aux enfants d'inviter leurs pères à venir. Puis on constaté que c'était beaucoup plus efficace que de passer par les mères, surtout, on en parlait tantôt, des couples où ça va plus ou moins bien. Parce que si on vient vous voir, c'est qu'a priori ça va pas très bien, parce que sinon on vient pas vous voir. Quand on va bien, on n'a pas besoin de vous. Mais en fait, nous, il y a plusieurs pères qui viennent parce que ça va avec leur conjoint, c'est avec l'enfant qui a une difficulté. Donc, on distingue les deux relations. Mais ces papas-là, si on passe par l'enfant pour les inviter, ils vont venir. Par contre, si on passe par la conjointe, peut-être pas. Donc, l'idée, c'est de voir toutes les portes d'entrée qu'on peut essayer de prendre pour rejoindre les pères.
Puis, il y a certaines techniques aussi au niveau de l'intervention qui vont faire que les pères vont mieux répondre. Donc, c'est quoi vos ateliers, les thèmes sur lesquels vous allez travailler avec les pères présents, enfants gagnants? Avec les intervenants familiaux, là déjà, dans un premier temps, qui eux-mêmes vont décliner avec les pères ensuite. On commence par définir justement c'est quoi un père engagé. Donc, on veut surtout éviter que les intervenants aient une grille très, très, très définie où finalement, ils sont en train de porter un jugement sur le père s'il ne répond pas exactement à tous leurs critères. Donc, on va définir l'engagement paternel. On va leur expliquer justement qu'est-ce que les pères font de différent, de spécifique avec leur enfant, puis qu'est-ce que ça apporte au niveau du développement de l'enfant, ces différences. On va présenter le programme, Père présent, enfant gagnant, qu'est-ce que c'est. On va aborder justement, comme vous mentionnez, comment faire pour rejoindre les pères. C'est quoi les caractéristiques des hommes dont on doit tenir compte quand on anime un groupe de pères pour s'assurer justement que ce soit efficace, qu'ils aient du plaisir, de l'intérêt, qu'ils reviennent. Puis après ça, on va regarder les composantes du programme. Donc, avec les papas, on va aborder l'héritage. Donc, leur relation avec leur propre père, comment eux se définissent comme pères et comment ils perçoivent leur enfant. On va parler de la communication familiale, la discipline, la gestion des émotions, puis finalement, un peu les hommes. Le dernier atelier s'appelle les pères et les hommes que nous sommes. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent pour la suite préserver dans leur vie de famille, puis qu'est-ce qu'ils veulent au contraire laisser derrière eux parce que c'est peu intéressant. Mais quelle image ils veulent peut-être laisser ensuite Il y a un problème à La Réunion qui est très, très présent, malheureusement, c'est l'alcoolisme. Et comment faire pour... c'est une difficulté supplémentaire, parce que déjà, les pères, au départ, déjà, c'est pas facile. Mais j'imagine qu'un père alcoolique, c'est encore plus difficile. Tantôt, on parlait des caractéristiques qui font que les hommes vont s'engager plus facilement ou moins. C'est sûr que tout ce qui est consommation, problématique de santé mentale... Et quand je dis l'alcoolisme, il y a aussi les drogues, enfin, oui, tout ce qui ça. va avec. Ça complexifie l'engagement. Et le père n'est pas disponible pour être en relation avec son enfant. Il est pris avec ses propres problèmes de dépendance. Ce qu'on recommande habituellement dans une situation comme ça, c'est d'abord de faire une intervention sur la consommation. Donc, il y a différentes associations qui travaillent sur ce thème-là avec les parents, avec plus ou moins de succès. Puis une fois que le père est rendu disponible pour travailler son lien avec l'enfant, mais à ce moment-là, les ateliers père présent, enfant gagnant peuvent être tout à fait appropriés pour lui. On l'a dit, c'est un programme qui vient du Québec, qui existe depuis les années 90, si j'ai bien compris. Oui, il a été créé en 90. On l'a remis à jour en 2014 parce qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins d'actualité. Donc, on l'a retravaillé en profondeur en 2014. Puis là, depuis 2014, il est offert sur une base régulière. Ça marche bien, le bac? Ça marche très bien. Ça marche très bien. C'était un peu un pari quand on s'est lancé. On se demandait comment les pères réagiraient. Puis finalement, il y a plus de 150 papas qui sont venus juste sur notre territoire où nous on est. Maintenant, il commence à être offert dans différentes villes aussi. Puis les pères eux-mêmes sont extrêmement surpris comment ils arrivent à cheminer à travers ces 10 semaines-là. Donc, on a réussi à trouver un petit ingrédient magique. magique. Vous le faites avec les pères directement, c'est pas à travers des on formateurs. Fait les deux. On le fait avec les pères directement. Puis, une fois par année, on fait une formation d'animateur pour ceux qui voudraient le mettre en place dans d'autres régions. D'accord. Et c'est la première fois que vous venez à La Réunion. Est-ce que oui. vous essaimez comme ça dans le monde entier ou J'ai fait beaucoup de formations sur l'intervention auprès des pères dans différents pays. C'est la première fois qu'on est demandé pour former spécifiquement sur les ateliers pères présents, enfants gagnants. D'accord. Très bien. Écoutez, bienvenue à La Réunion. Merci. Vous avez pris des couleurs, j'espère que ça va continuer, que vous allez rentrer au Québec avec plein de toutes bronzées, qu'on vous demande d'où vous venez, vous ferez la promotion de La Réunion. C'est certain. Très clair, merci, et merci pour ce que vous allez faire pour les pères à La Réunion. Merci à vous, ça a été un plaisir.